Sur l'interrogation que nous avions à propos du terme d'intellectuel et qui revient un peu à l'interrogation que nous avions sur le terme de révolution. Au fond, il faut peut-être revenir à une définition fonctionnelle des termes et non plus axiologique. On a une définition axiologique des termes, c'est-à-dire une définition morale qui l'investit de valeur morale. La révolution, c'est bien, donc comment parler de révolution nazie? Mon Dieu, c'est pas possible. L'intellectuel, c'est l'affaire Dreyfus. Voilà, donc l'intellectuel, il est forcément humaniste, cosmopolite et ouvert. Or, alors ça c'est la définition axiologique. Il faut revenir à une définition tout simplement fonctionnelle, qui est que l'intellectuel est celui qui fait profession d'intelligence et qui estime que les idées qu'il manipule doivent être diffusées dans l'espace public pour servir une cause politique et pour servir à la communauté ou à la société, communauté-société étant distinguée évidemment par les nazis. Et de ce point de vue-là, nous avons des intellectuels au sens fonctionnel, nazis, très clairement, des gens qui estiment que leur intelligence doit servir à un salut de l'Allemagne à la construction de cette vision du monde dont on parlait. Le combat contre la décadence et la dégénérescence. Et il faut voir qu'un intellectuel, sociologiquement, qu'est-ce que c'est dans l'Allemagne des années 20, mais comme partout en Occident, un intellectuel est quelqu'un qui généralement est allé dans l'enseignement secondaire, a passé un baccalauréat, et peut-être allé à l'université, c'est-à-dire qu'il appartient à un tout petit 1% d'élite sociale. Un tout petit 1% d'élite sociale qui n'est pas forcément orienté vers l'universalisme et vers le progrès social. Donc il y a un déterminant sociologique qui est très important. Et il faut voir que l'intellectuel peut avoir pour postulat soit le particularisme, ma famille, mon peuple, ma nation, mon groupe, ma communauté, ou l'universalisme, c'est-à-dire l'humanité. Bon. Et la construction de l'intellectuel universaliste passe par des déterminants sociologiques qui ne sont pas ceux de l'entre-deux-guerres, qui seront plutôt ceux de l'après 1945 avec la massification de l'accès à la culture et de l'enseignement universitaire. Je me suis posé la question aussi, comme Nicolas, quand j'étudiais en thèse ces professeurs d'histoire romaine et grecque qui construisaient la vision nazie de l'Antiquité. La Grèce blanche. Voilà, qui construisait la vision nazie de l'Antiquité. Je me disais, mais enfin quand même, ces gens-là me ressemblent étrangement. Ils ont des titres universitaires, ils mettent des notes en bas de page, ils produisent des articles scientifiques. Ils font des bonnes bibliographies. Ils font des bibliographies, c'est quand même curieux. Sauf que, eux avaient des postulats qui n'étaient pas les miens. Eux particularistes, moi universaliste. Nous avions des sociologies différentes, nous avions des socialisations différentes, nous vivions dans des époques différentes, et il y a fort à parier que peut-être autour de cette table, nous, dans les années 20, nous aurions eu des postulats et des activités intellectuelles peut-être différentes. Parce qu'en France, au même moment, ou presque, il y a quand même les Maurras et Barrès aussi. C'est illusion de croire qu'aussi l'université française est dominée par, justement, peut-être, entre guillemets, des intellectuels progressistes de gauche. Je ne sais pas. Alors oui, vous avez raison. Les années 30, c'est la République des professeurs. On a cette image-là aussi. Albert Thibaudet. Exactement, voilà. Albert Thibaudet, les idées politiques en France, en 27. On est en plein là-dedans. À la différence près... il y a un problème qui se pose en Allemagne, c'est que l'Allemagne, nazie ou pas, reste intégrée à un grand tour européen. C'est-à-dire, quand on est intellectuel, il faut aller se forger culturellement en Allemagne. Et là, c'est un point fondamental quand on réfléchit aux intellectuels et à leur vision qu'ils peuvent avoir du nazisme, c'est que le nazisme n'apparaît pas en 1933, il n'y a pas une rupture fondamentale. On continue à avoir des parcours d'intégration culturelle et d'éducation à la germanité. Il y a des échanges scolaires qui continuent en 1933. Il y a les auberges de jeunesse, continuent, Marc Sangnier, voilà. Tous les gens qui sont autour. On continue à voyager comme on voyageait dans l'Allemagne de Weimar. Et le problème, c'est qu'on continue à réfléchir, surtout pour la plupart d'entre eux, comme on réfléchissait aux questions politiques sous Weimar. Oui, c'est-à-dire, c'est la difficulté de penser le neuf. C'est toujours d'ailleurs la question quand une révolution intervient, c'est de penser ce qui est sous vos yeux, qui n'est pas simplement la reconduction de ce qu'on a cru connaître auparavant. Voilà, on pense toujours en termes de rupture et de continuité en histoire. Pour la plupart des intellectuels, l'Allemagne et les États germaniques avant étaient de toute façon une continuité. C'est la grande Allemagne visitée par Germaine de Staël, c'est l'Allemagne de Fichte. Et le nazisme n'est pas perçu comme étant en 1933 une rupture. Et c'est là la difficulté qu'ont eu les intellectuels. Ils ont intégré ça comme quelque chose qui participait du délitement parlementaire à partir de 1930 de Weimar et qui était une continuité. Simone Weil, en 1932, écrit un ouvrage qui s'appelle L'impression d'Allemagne. Elle dit « L'Allemagne est calme ». Elle dit le calme, même là-bas, a quelque chose de tragique. Donc on sent qu'il y a quelque chose dans l'air du temps, mais qui n'est pas apprécié à sa juste valeur, et à la juste valeur du projet nazi. Nicolas Patin. Ce qui est intéressant, c'est effectivement dans ces phénomènes de perception internationale et de transfert. J'avais regardé un petit peu ce que disaient les Français de Mein Kampf.
Dans les années 30. En gros, ça faisait 1500 articles dans les 10 quotidiens les plus importants. Tout de même. Ça fait quelques-uns. Et c'était très intéressant sur ces 1500. On se dit, bon, il va peut-être y avoir une variété de lectures de ce texte qui fait couler beaucoup d'encre. Mais la réalité, c'est qu'en fait, dans plus de 50% des cas, on ne retenait que la citation où Hitler dit « Je vais détruire la France qui est notre ennemi héréditaire ». Et il n'y avait aucune réception ni du côté biographique du texte de Hitler, ni de son antisémitisme, pas une ligne. Et donc on a ce miroir déformant qui empêche, alors bon, c'est Frédéric le spécialiste, mais qui empêche de percevoir effectivement ce changement qui est en train d'avoir lieu en Allemagne. Nous étions les uns et les autres à la soutenance de l'habilitation à diriger des recherches de Christian Ingrao. Vous étiez d'ailleurs dans le jury, Johan Chapoutot. Cette habilitation était assez intense et s'est terminée par une question qui était posée à Christian Ingrao par celui qui dirigeait ce jury. C'était Stéphane Audouin-Rousseau qui lui disait « Vous êtes approché du soleil noir du nazisme. Jusqu'où irez-vous » et c'est une des questions que je me suis posée en vous lisant, Johan Chapoutot, puisque dès la 3e page de l'introduction, vous dites nous souhaitons compléter et pour ce qui nous concerne clore le dossier ici en montrant que pour déployer ses potentialités criminelles, le nazisme s'est voulu une révolution culturelle. Ça signifie quoi clore le dossier quand on travaille depuis aussi longtemps comme vous sur cette question des intellectuels nazis, Johan Chapoutot? Et quand on le met dans une introduction, c'est qu'on veut marquer un acte d'une certaine façon. C'est une question très pertinente et que je me pose de manière très, très profonde. Travailler sur le nazisme n'est pas évident. C'est ce que vous dites quand vous dites qu'il est intellectuellement plus déstabilisant, humainement plus troublant et à vrai dire psychologiquement plus périlleux de pénétrer une manière de voir le monde, une vision du monde qui a pu donner sens et valeur à des crimes sans nom. Oui, c'est une plongée dans un univers très très déroutant et qui laisse humainement des traces, surtout quand la vie progresse et chemine parallèlement, que vous avez des enfants, que vous vous rendez compte que les nazis ont fait des choses abominables à des enfants et que ça vous affecte très très profondément. Moi aussi, j'ai été très frappé par la question que Stéphane Audouin-Rousseau a posée à Christian. Où allez-vous ? Où allez-vous ? Jusqu'où irez-vous ? Et la question c'était où allez-vous ? Où allez-vous ? Et effectivement, elle se pose pour quiconque travaille sur ce phénomène absolument atroce et qui, dans la durée, n'est pas supportable et n'est pas tenable. Il n'y a pas une aporie aussi, il y a quelque chose d'insupportable parce que tellement inexplicable, enfin à chaque fois. Il n'y a pas d'aporie intellectuelle, je pense, dans la mesure où je crois que par certains travaux, on peut arriver à apporter des éléments d'intelligibilité, de compréhension. C'est ce que vous avez fait tous les uns les autres. Nicolas Patin ? Moi, je voudrais juste dire que, l'histoire du nazisme, certes, mais on a énormément de collègues qui travaillent sur des sujets tout aussi difficiles, que ce soit en termes d'approche de phénomènes de violence, les guerres de religion, Hélène Dumas sur le Rwanda, d'autres éléments qui sont extrêmement tragiques. Il y a une mise à distance émotionnelle dans les archives. Parfois, effectivement, on a des documents qui sont assez durs. Mais moi, je suis globalement assez plus mesuré parce que en tant qu'historien, on est confronté à des phénomènes de violence, on est confronté à des phénomènes difficiles et notre travail, c'est d'essayer de les rendre intelligibles. C'est comme d'autres. Attends d'avoir des enfants, Nicolas. Merci à tous les trois d'être venus pour cette table ronde de conclusion. Donc, art, architecture et politique dans l'entre-deux-guerres. Et en particulier, aujourd'hui, nous parlions de la position des intellectuels pendant l'entre-deux-guerres en Allemagne, ceux qui s'y rendent et ceux qui y vivent. Merci à tous. Je rappelle donc le livre de Nicolas Patin sur Weimar est publié chez Fayard, que votre livre, Frédéric Sallet, sera publié en avril prochain, toujours chez Fayard, sur les chemins de la Terre Brune, et que la révolution culturelle nazie sort la semaine prochaine chez Gallimard. On peut aussi